Donc, bonsoir à tous. Merci encore de vous être branchés ce soir pour notre troisième webinaire de cette série. Merci encore au Dr. Julie Berman de venir nous donner sa présentation ce soir. J'aimerais présenter les autres personnes là, que vous voyez à l'écran. Donc, vous connaissez sans doute M. Guy Lacquer, qui est directeur de la mise en marché pour le veau de grain et le veau de lait. J'ai Cyrine El Hamdaoui qui va m'aider à gérer un peu les questions. Si vous avez quoi que ce soit, c'est Cyrine qui va m'aider avec ça. Cyrine s'occupe des programmes qualité, entre autres, là, dans le veau de grain, dans le veau de lait. Vous lui avez peut-être déjà parlé. Donc, on va y aller comme ça. Je ne sais pas si Guy, tu voulais dire un petit mot ou on continue. C'est pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Moi-même, c'est la première fois que je participe au séminaire, donc on va voir, j'ai hâte de voir les sujets intéressants qu'on va entendre ce soir. Donc, bienvenue à tout le monde. On va poursuivre. Excellent. Je vais juste expliquer un petit peu avant qu'on commence pour poser vos questions. Donc, la manière que ça va fonctionner, on va prendre les questions à la fin, mais vous pouvez quand même tout au long de la présentation, au bas de votre écran, vous avez des icônes, il y a lever la main. Donc, Cyrine va voir qu'il y a une petite main bleue qui apparaît à côté de votre nom. Donc, elle va pouvoir prendre en note les gens qui posent des questions. À la fin, on va y revenir. Et si vous voulez poser des questions par écrit, vous avez en bas, dans le petit encadré, le Q et R, qui est question-réponse. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, poser votre question, puis on va y revenir à la fin. Même chose si vous voulez poser votre question de vive voix. En levant la main, à la fin, on peut vous donner le droit de parole. Comme ça, on va pouvoir entendre votre question de vive voix comme ça. Donc, on va y aller sans plus tarder avec la présentation de ce soir. En fait, je vais juste présenter un petit peu notre conférencière. Donc, c'est la docteure Julie Berman de l'Université de Montréal, de la Faculté de médecine vétérinaire. Elle a été diplômée de l'École vétérinaire de Lyon en 2013. Elle a fait aussi un internat de médecine et de chirurgie bovine de 2013 à 2014 à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Elle a fait sa résidence de médecine interne bovine à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe de 2013 à 2017. Elle est également diplômée du Collège américain de médecine interne des grands animaux en 2017. Elle est aussi clinicienne et enseignante en médecine interne des animaux à la ferme à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe de 2017 à aujourd'hui. Et elle est actuellement là, enseignante et clinicienne à la clinique ambulatoire de la faculté. Et elle est en cours de réalisation de son PhD, de son doctorat sur l'amélioration des stratégies diagnostiques pour détecter les bronchopneumonies infectieuses du veau laitier. Donc, encore une fois, Julie, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Je vais te laisser commencer ta présentation. Puis, si quoi que ce soit, j'ai la présentation aussi. C'est quoi que ce soit qui se passe. Oui. Donc, Et merci beaucoup pour cette présentation. Je vois que j'en ai fait des affaires, non? Ces dernières années. Hop, diaporama. Ça va être parti. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ça marche, ouais, parfait. Donc, pour ceux qui étaient là, j'ai déjà présenté l'an passé une petite portion de ce projet-là. Puis aujourd'hui, vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous présenter l'intégralité du projet qu'on a fait on a débuté il y a maintenant 3 ans. Là. Puis on a abouti à des belles conclusions que ça va me faire plaisir de vous présenter là vraiment aujourd'hui. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on a décidé vraiment d'étudier une maladie dont sûrement vous êtes confrontés, là, qui est les bronchopneumonies infectieuses. Puis, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une infection du poumon. Puis, on le sait, cette maladie-là, ça fait des années qu'on essaie de la prévenir, mais c'est très difficile. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une maladie qui est multifactorielle. Puis, vous allez voir, je vais vous montrer les facteurs qu'on a mis en évidence, puis vraiment l'industrie de velours, là,
ont pas mal tous les facteurs. Le premier, c'est vraiment le stress qui fait que ça va faciliter l'apparition de la maladie. Puis on le sait, les veaux, là, quand ils sont transportés de leur ferme d'origine au parc d'engraissement, ce n'est pas leur meilleure journée, là. Ils sont stressés, c'est sûr, là. Ils passent par l'encan également, là. Donc, c'est certain que ce facteur-là, il est omniprésent. L'autre facteur, c'est l'immunité. Je me souviens, l'an passé, Dr. Buzinski avait vraiment présenté ses travaux parce que c'est aussi quelque chose qu'on a regardé sur le transfert d'immunité qui se faisait au veau mâle, puis qu'on s'est rendu compte qu'il fallait travailler là-dessus là, parce qu'il y avait une forte proportion de veaux lourds qui n'avaient pas eu leur colostrum adéquatement. Donc là encore, c'est un facteur qui va jouer dans l'apparition de la maladie. Autre, évidemment, omniprésent, c'est l'apparition des agents pathogènes. Puis, on le sait, eux autres, là, quand ils sont transportés, quand ils sont réunis à l'encan, là, ils n'ont pas les 2 mètres de distance, puis ils n'ont pas leur masque. Hein. Donc, les agents, là, ça fuse. Puis souvent, c'est des agents, il y a une grande charge, donc de virus, grande charge bactérienne, qui fait que les vaccins, même si on les vaccine, ne sont pas forcément efficaces. Puis le dernier facteur, c'est l'environnement. Donc ça va avec la ventilation. On sait aussi que la saison va jouer. L'hiver, c'est plus difficile de bien ventiler. Donc, tous ces facteurs-là, ça joue vraiment sur cette maladie, ce qui fait que c'est difficile à prévenir. Puis si on chiffre un petit peu cette proportion de maladies, on peut voir, ça diffère selon les études, là. Mais parfois, dans un lot, on peut aller jusqu'à 50% des animaux qui vont avoir des lésions dans le poumon à l'abattoir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très présent. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette maladie, en plus d'être présente? Ici, vous avez un graphique, là, il paraît un peu coloré, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ça, c'est un graphique qui a été fait en Europe, en Belgique exactement, mais il explique assez bien comment la chronologie un peu des choses qu'on a. Avec ici, ça, c'est le risque d'incidence, c'est-à-dire le risque que la maladie apparaît chez des veaux. Ici, c'est les semaines d'engraissement. Puis, les différentes couleurs, c'est les maladies. Donc, en bleu, on a la mortalité. En rouge, les pneumonies. Puis, en jaune, c'est vraiment quand vous avez les ballonnements, donc les ulcères, les péritonites. Puis, ce qu'on remarque, c'est que, sans surprise, la plupart des veaux qui vont mourir au début de la période, donc dans les 4 premières semaines. Puis, si on regarde, le pic est vraiment corrélé au pic rouge, qui est le pic de pneumonie. Donc, en plus d'être très présente, cette maladie-là, elle va vraiment faire que les veaux vont mourir. Puis, c'est surtout au début de la période qu'il faut intervenir parce que ce pic apparaît là à peu près 3 semaines après l'arrivée. Donc, en termes de mortalité, c'est sûr que ça va créer des pertes économiques. On va perdre des veaux. Ça, c'est les chiffres qui ressortent des études. 30 à 50% des mortalités sont dues à cette maladie. Un veau, au niveau individuel, un veau qui va avoir la maladie a 5,5 fois plus de chances de mourir. Donc, ça, c'est tous les chiffres qui sont sortis, puis les chiffres qui font « Ah, OK, quand même ». Puis, l'autre côté économique qu'on a, ce n'est pas seulement le court terme, c'est également le long terme. Je vous disais qu'à l'abattoir, il y a une étude qui a montré qu'à peu près 50% du lot avait des lésions. Puis, ils ont aussi montré que leur carcasse, tous ceux qui ont des lésions, là, soit parce qu'ils n'ont pas été vus malades, soit parce que le traitement n'a pas été bien efficace, ils vont avoir des carcasses qui sont moins pesantes, puis surtout la qualité de la viande va être moins bonne. Donc, des pertes également économiques sur le long terme, non négligeables. Puis l'autre grande actualité de cette maladie et pourquoi on a voulu donc faire ce projet, c'est également, vous le savez, les antibiotiques. Pour nous, vétérinaires, on est tous concernés, tout le milieu de la santé animale, pas juste vétérinaire, mais par l'apparition des résistances qui fait que certaines bactéries sont très difficiles à traiter, certaines infections. Et on le sait, cette maladie, donc il y a une étude qui l'a chiffrée, c'est à peu près 73% des traitements antibiotiques vont être pour cette maladie. Puis, dans le même ordre que tantôt, c'est la même personne qui a fait une étude, mais lui qui a suivi cette fois-ci les traitements. Puis, vous voyez, donc ici, il a suivi plusieurs lots, puis avec donc, les semaines d'engraissement. Puis, les petits bâtons, je vous demanderai juste de regarder les gris foncés. C'est les maladies respiratoires et on voit, c'est eux qui prédominent tout le long, mais surtout au début de la période.
on va avoir un gros traitement antibiotique. Donc, pour diminuer les résistances, ben, il faut se dire, ben oui, je donne des antibiotiques parce qu'ils en ont réellement besoin, parce que si je diagnostique mal, si je dis, oh, mon veau est malade alors qu'il ne l'est pas, il va recevoir un antibiotique alors qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est vraiment tous ces grands piliers, je vous dirais, qui ont motivé notre recherche, à savoir, ben oui, c'est une maladie qui est omniprésente. Oui, c'est une maladie qui a des impacts économiques à court terme, à long terme. C'est une maladie qui affecte certainement le bien-être, ça c'est sûr, puisqu'on retrouve des animaux à l'abattoir qui ont des lésions mais qui n'ont pas été traités, donc qui n'ont pas été vus. Et ben, pour l'emploi des antibiotiques, c'est nécessaire d'essayer de raisonner parce qu'on en emploie beaucoup pour l'instant, donc il faut être sûr de les employer efficacement. Donc, étant donné la difficulté de prévenir, on s'est vraiment, nous, attardé sur se dire, ben, on va essayer d'améliorer la détection, essayer de voir les veaux malades plus facilement et de les voir au bon moment pour que notre traitement soit plus efficace. Donc, vous le savez, actuellement, qu'est-ce qui fait qu'on détecte la maladie ou pas? Ben, c'est vraiment notre observation clinique. Donc, on va marcher dans l'eau puis on va se dire, ah, lui, je pense qu'il est malade, on va le traiter. Ou on va éventuellement s'ajuster. Puis ici, j'ai quelques vidéos pour juste vous montrer que ce n'est pas toujours évident. Puis ça, vous le savez autant que moi, là, qu'il y a certains veaux, donc comme lui, là, lui, c'est pas mal évident qu'il est malade. C'est pas le grand gagnant. Là. En plus, c'est un peu isolé. Là. Donc, on voit son jetage nasal, là, il mouche vraiment beaucoup, les oreilles là, très, très basses. Puis malheureusement, la vidéo ne le montre pas, mais moi, quand je l'avais vu, là, quand j'avais visité les lots, là, il respirait vraiment très, très mal, là, avec des efforts très, pas forcément vite, mais des gros efforts. Lui, je le regarde, je suis pas mal sûre qu'il a la maladie, j'ai pas beaucoup de doutes. Par contre, il y a certains veaux, on ne sait pas trop, là, c'est un peu l'exemple de ce veau-là, finalement. Regardez, lui, il mouche du nez, là, des deux bords, puis ses yeux sont quand même pas mal comme l'écoulement clair. C'est un petit peu dynamique de son copain à côté qui a pu nous empêcher de nous affaires. Puis lui, sa température, c'est 39,6. C'est comme difficile de se dire, bah, lui, je ne suis pas certain qu'il ait la maladie. Il a quelques signes, il pourrait l'avoir, mais il pourrait ne pas l'avoir non plus. Donc ça, c'est plus difficile. Pareil, il y en a qui vont se dire, oh, je m'en fous, je vais le traiter quand même, donner des antibiotiques, engendrer de la résistance. Ou il y en a qui vont se dire, je vais le surveiller, puis je vais le voir demain, mais ça se trouve demain, il sera pire, puis le traitement va moins marcher. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer un peu toute cette zone grise qu'il y a autour de juste basé sur notre observation clinique. Puis, ben, il y a une étude qui a chiffré un peu ça, qui a essayé de montrer, ben, regarde, notre observation clinique, elle n'est pas parfaite. C'est une étude qui a été faite, ben, c'est des bouvillons de boucherie, là, mais c'est assez bien, on va dire, extrapolable. Puis, il montrait que juste basé sur notre observation, ça avait comme capacité en termes de sensibilité, c'est-à-dire notre faculté à détecter les malades, juste de 27%, puis notre faculté à détecter les non-malades de 92%. Donc ça, c'est des chiffres un peu moins parlants, mais si on le met en chiffres un peu plus parlants, si on considère donc, le tableau, un lot de 700 veaux, avec ben, ici malade, non malade, avoir une bronchopneumonie, ne pas l'avoir, et ici notre test, juste observer nos veaux puis dire lui est malade, lui est pas malade. Avec ces chiffres-là, si on prend sur un lot dont la prévalence de la maladie, c'est à peu près 15% du lot là, qui va avoir la maladie en général, on a 48 veaux qu'on va nous dire malades alors qu'ils ne sont pas. Donc 48 qui vont avoir des antibiotiques alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ça ne paraît pas beaucoup, 48 sur 700, mais en termes de résistance, de risque de résistance, c'est énorme. Même chose, si on prend l'inverse en disant, ben, là, avec nos chiffres, les performances que donne l'article, sur mes 700 veaux, je vais en avoir 77 que je ne vais pas voir malade avec juste mon observation. Ça fait à peu près 10% du lot et eux, ben, ils vont avoir des grosses pertes économiques. Soit ils vont mourir, soit ils vont à long terme avoir une carcasse moins pesante. Ça, c'est le scénario où ma maladie est juste à 15%. Dans les grands pics, là, on peut aller jusqu'à 20-25% de prévalence du lot. Et dans ce cas-là, ben, tous ces chiffres augmentent. Donc,
Une autre façon de voir le test, c'est si on se base juste sur notre observation clinique en disant il est malade, ben, j'ai la chance qu'il soit vraiment malade, c'est juste 37%. Donc, vous voyez à quel point, finalement, notre observation clinique, elle n'est pas parfaite. Puis, pourquoi elle n'est pas parfaite? Ben, j'ai cité une phrase là, que le Dr Portillo, à un congrès, avait dit, puis je trouvais ça vraiment quelque chose d'assez parlant. Il décrivait, lui, le fait de pouvoir détecter des animaux juste en les regardant comme malades, comme un art. Donc, vraiment un don, là. Et ben, ça, évidemment, c'est variable. Il y a des gens qui vont avoir l'œil, qui vont bien voir. Il y en a d'autres qui vont moins bien voir, qui vont être meilleurs dans d'autres choses. Et vous voyez, donc tout ça, ça montre que c'est très difficile. Donc, il y a beaucoup de variabilité entre les individus pour bien détecter la maladie. Donc, c'est pour ça qu'est né en fait notre projet où on s'est dit, ben, tiens, si on veut améliorer cette détection-là, il faut qu'on essaye de standardiser, c'est-à-dire qu'on essaye de baser le diagnostic, notre observation sur des critères objectifs, puis des critères que tout le monde soit capable de bien voir, de bien évaluer pour être sûr que ben, cette détection-là soit homogène puis soit efficace. Et donc, ben, plus que ça, on a voulu ainsi, pour les maladies respiratoires, identifier des signes cliniques qui sont plus parlants que d'autres, plus faciles à voir que d'autres, et donc de créer un score clinique. Un score où, ben, si mon veau a la présence de ce signe-là, de ce signe-là, de ce signe-là, ben là, il a telle chance d'être malade, puis là, on peut mettre un traitement. Mais c'est vraiment ça, notre projet. Et notre projet, ben, pour faire ça, pour créer ce score-là, pour le rendre efficace, on l'a divisé en 3 étapes différentes. Première étape, c'est celle que j'avais présentée l'an passé, beaucoup plus étendue, où on a voulu, comme je disais, rendre notre score clinique faisable par tout le monde. Donc, on a voulu voir lesquels signes de la maladie étaient visibles par tout le monde, où tout le monde était d'accord pour dire oui, il l'a, oui, il ne l'a pas. Et aussi dans l'évaluation de la sévérité, où tout le monde était d'accord pour dire bah, lui, c'est sévère, lui, non. Donc, on a été regarder ce qu'on appelle la répétabilité d'évaluation de chaque signe clinique de la maladie par différents opérateurs, producteurs, techniciens vétérinaires pour que dans l'industrie, tout le monde soit capable d'utiliser un score de la même façon et facilement. La deuxième étape, ça a été de prendre les signes qui étaient les plus répétables, que tout le monde voyait, puis de faire un score clinique. Donc ça, c'est de la statistique. Je vais vous présenter après comment on a fait, mais de vraiment créer un score en se disant, bah, comme je vous disais, des critères objectifs, présence, absence, etc. Finalement, notre troisième étape, ça a été d'utiliser ce score qu'on a fait dans une population, l'utiliser dans d'autres populations pour voir si ça marche vraiment, là, puis si ce n'est pas juste dans la population qu'on a faite que ça marchait. Puis ensuite, de faire une stratégie à l'échelle du lot parce que c'est bien de traiter individuel, mais si on pouvait traiter le lot au complet avant que la maladie vienne, ça serait mieux. Donc, on s'est dit, on va essayer de voir si notre score est applicable sur un certain nombre d'animaux dans l'eau, puis si on en considère certains positifs, ce que ça va nous renseigner sur un lot qui risque d'être comme à risque. Donc, voilà les 3 étapes. Donc là, je vais vous présenter comment on a réalisé le projet, tous les échantillonnages, etc. Puis après, je vous montrerai tous les résultats puis les conclusions qu'on a. Donc, notre matériel et méthode, comme vous le savez, comme tout projet de recherche, il faut qu'on ait un nombre d'animaux assez important pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Nous, en l'occurrence, on a voulu prendre le plus d'animaux possible dans différents lots pour avoir une bonne vision d'ensemble puis être sûr que ça ne marche pas juste dans certains lots. Donc, on a été échantillonné 80 lots. C'était des veaux de grain et des veaux de lait, à peu près un tiers le ratio, donc plus de veaux de lait. Et donc, dans ces 80 lots, on a été prendre au hasard 10 veaux. Donc, pourquoi au hasard? Parce qu'on ne voulait pas juste des malades, sinon notre score allait être trop efficace. Donc, on voulait vraiment prendre le plus aléatoirement. Donc, malade ou non, 800 veaux total, puis on les a échantillonnés juste avant le pic de la maladie. Donc, si vous vous souvenez, le graphique
que je vous ai montré, c'est à peu près 3 semaines le pic de la maladie. Donc, nous, on a voulu les échantillonner à 15 jours après l'arrivée dans le parc d'agressement parce que nous, ce qu'on veut, c'est les détecter précocement pour les traiter le plus possible, donc avant que le pic arrive finalement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rendu à cette période-là. Pour faire notre première étape, comme je vous dis, pour identifier nos signes cliniques, donc on a été prendre des vidéos de chacun de nos veaux, puis on a pris ces vidéos avec une caméra GoPro, là, puis on s'est vraiment concentré sur les signes de la maladie. Donc, à savoir l'écoulement nasal, l'écoulement oculaire, la présence de la toux, la dynamique respiratoire, la position des oreilles, puis la température rectale. Donc, c'est vraiment tout ce qui a été étudié dans la littérature comme étant lié à la maladie. Pour la suite, étant donné qu'on a voulu évaluer chaque signe individuellement, si tout le monde les voyait, ben, nos vidéos, en fait, une seule et même personne a découpé chaque vidéo pour qu'on voit juste un seul signe clinique et que ce signe clinique, ben, après, soit évalué. Donc, je vous montre juste un exemple. C'est la position des oreilles, par exemple. Donc, ça ressemblait à ça, nos vidéos. C'était très court. Puis, on voit juste notre signe. Il n'y a pas d'autres signes. On a essayé de tous les enlever. Là, en l'occurrence, on voit bien que les oreilles là, sont très basses. Et donc, c'est ça qu'on a voulu évaluer, donc très court. Comme vous voyez, il y a un certain nombre de veaux qui étaient normaux puisqu'ils n'avaient pas la maladie. Puis, ben, on a fait en sorte de découper les vidéos de la même manière pour comme mimer que le signe était là, alors que la personne qui l'a fait jugeait qu'il n'était pas vraiment présent. Donc, après avoir donc récolté toutes ces vidéos, on a fait aléatoirement, on en a sélectionné, puis on a créé des banques de vidéos pour chaque signe clinique. 5 signes cliniques, 30 vidéos. 15 qu'on avait jugées avec le signe, donc la vidéo que je vous ai montrée. 15 qu'on avait jugées sans le signe, normal. Pourquoi 15-15? C'est essentiellement statistique. Là, c'est pour avoir une meilleure estimation des coefficients statistiques qu'on a utilisés après pour essayer de quantifier la répétabilité. Donc, ça n'a rien de... C'est vraiment mathématique. Puis les 30 vidéos, c'est le nombre adéquat pour pouvoir être sûr que ce qu'on fait, ben, ça marche. On en a assez pour prouver que ça marche. 5 vidéos, 30 vidéos, 5 signes cliniques, 150 vidéos qu'on a été présentées à différents opérateurs, 6 vétérinaires, 6 techniciens, 6 producteurs. S'il y en a parmi vous qui ont participé au projet, je vous remercie infiniment là, parce que c'est 150 vidéos que vous avez dû évaluer. Puis, qu'est-ce qu'on a demandé à nos opérateurs? On leur a demandé si le signe était présent ou non, puis également de nous dire la sévérité. Donc, la sévérité, pour ça, on a dû utiliser quelque chose qui existait déjà. C'est dur de quantifier une sévérité, mais on a utilisé un score qui existe chez les veaux laitiers, le score de Wisconsin, qui prend chaque signe clinique, puis les grades de 0 à 3. Donc, chaque opérateur avait la consigne, 0 à 3. Pour ce qui était de la toux de la respiration, on avait un score de 0 à 2, parce qu'on ne pouvait pas avoir soit le 3e grade du score, soit on en a créé un pour la respiration. Pourquoi on voulait regarder ce score-là? Puis, c'était pour voir à quel point c'est répétable de comment on l'évaluait. Donc, par exemple, pour ce qui était de 3, on voulait voir si tout le monde était d'accord de mettre telle vidéo 1, 2 ou 3, ou si c'était plus facile de dire présence, absence, donc 0, 1, 2, 3 de l'autre bord, ou si c'était plus facile de classer les signes dans le 0, 1, donc absent, léger et modéré, sévère. Même chose pour le 2, là, on a été regarder les différentes combinaisons. Pour réaliser ça, on a utilisé un logiciel tutoriel, donc chacun l'a réalisé chez lui. Il n'y avait pas de limite de temps individuel, juste par les petites soirées, là, à regarder des vidéos puis les classer. Puis, par la suite, pour quantifier cette répétabilité, voir si nos signes, tout le monde le voyait, on a utilisé comme coefficient statistique le kappa médian. Lui, juste pour vous dire, c'est un peu plus que juste des « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Il prend en compte la chance qu'il a pu avoir dans une évaluation. Par exemple, on regarde une vidéo, on ne sait pas trop, soit je vais le mettre à 2, là. Ce coefficient statistique, mathématiquement, va prendre en compte si on a utilisé la chance ou non. Donc, c'est lui qu'on a utilisé.
Lesquels signes qu'on voulait garder dans notre score? Ben, comme je disais, on voulait des signes qui soient répétables. Donc, on s'était donné comme cut-off, comme seuil, un kappa médian de 0,6. Donc, il faut savoir que kappa, donc ce coefficient statistique, lorsqu'il est à 1, ça veut dire que tout le monde est parfaitement d'accord. Lorsqu'il est à 0, c'est que personne n'est d'accord. Donc, en le mettant à 0,6, on se disait que bon, nos signes étaient acceptables, répétables, pour que cliniquement, ça soit acceptable. Par la suite, on a regardé, juste pour être sûr, en fait, que le signe soit vu de la même manière par toutes les professions. On a regardé la différence entre nos vétérinaires, nos techniciens, nos producteurs dans la façon d'évaluer. Puis ça avait vraiment pour but de se dire, ben, si on a des différences, vous savez, on n'a pas le même background, donc on voulait comme l'éduquer de la même manière pour tout le monde, pour que notre signe soit le même pour tout le monde. Donc, on a fait un test statistique pour voir la différence entre nos professions, le test de Wisconsin. Donc, ça, c'est pour notre première partie. Donc, je vais vous montrer les résultats tantôt, tout d'un bloc. Puis, je l'avais présenté l'an passé. Notre deuxième partie, vous vous souvenez, on va faire le score. Donc, pour faire le score, il a fallu savoir si les signes cliniques qu'on avait corrélaient avec la maladie. Donc, sur chacun des veaux, on avait pris les signes, on a regardé s'ils avaient vraiment la maladie. Donc, on a fait une échographie thoracique ou si on avait des lésions significatives, c'est-à-dire assez profondes pour dire oui, ça, c'est vraiment la maladie qu'il faut traiter, qui est active, donc 3 cm. Et on a également dosé donc, fait des prises de sang, puis on a dosé une protéine dans le sang, protéine de l'inflammation aiguë, qui, en fait, a tendance à vraiment monter, donc au-dessus de 0,25 g par litre, lorsqu'il y a l'infection et cette infection est active. Donc, à partir de là, à partir de ces 2 tests, puis d'une analyse statistique, on a pu dire que chacun de nos veaux avait la maladie ou pas. Et à partir de là, on a pu créer notre score. En fait, on a créé une équation qui disait ce veau a la probabilité d'avoir la maladie va dépendre de la présence de signes cliniques. Puis chaque signe clinique, on a associé un coefficient, puisque on le sait, la maladie va y avoir des signes plus importants que d'autres. Et ces coefficients, le but, c'était d'additionner chacun de nos coefficients, puis d'avoir juste un chiffre qui nous dit il est malade ou pas malade. Donc, c'était ça notre but. Donc, on a fait l'équation, on a fait le score. Puis, une fois qu'on avait ce chiffre-là, on a dû se dire à partir de quel chiffre on définit malade, pas malade, traité ou à traiter. Donc, on a défini un seuil. Puis, le seuil, on l'a défini d'après donc l'efficacité du test à détecter la maladie, sensibilité, spécificité, mais également des coûts qui pouvaient être associés à un mauvais test, notamment si on disait si mon test se trompait, s'il disait s'il ne voyait pas le malade, donc si c'était faux négatif, ça avait plus de conséquences à long terme. Donc, on a utilisé un terme économique. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a regardé à partir de quel nombre il fallait s'inquiéter en prenant en compte l'efficacité de notre score à détecter la maladie, mais également le côté économique qu'il avait s'il se trompait. Dernière étape, dans ce qu'on a réalisé, une fois qu'on avait tout fini, qu'on a fait notre score, qu'on savait nos signes, qu'on a défini notre seuil, on a été le faire dans d'autres populations, d'autres bases de données. Puis, en le faisant dans ces autres populations, on a pu estimer la vraie efficacité du score, puisqu'on était dans d'autres veaux. Sensibilité, spécificité, puis valeur prédictive. Donc, sensibilité, faculté de notre test à détecter les malades. Spécificité, faculté de notre test à détecter les non-malades. Et valeur prédictive, c'est la probabilité d'avoir la maladie ou pas. Et par la suite, comme je vous disais, on a donc regardé à l'échelle d'un lot combien d'animaux on devait mettre notre score, combien on devait en considérer positif pour dire finalement le lot, il est à risque, il a une grande probabilité d'avoir de nombreux malades. Donc, voilà pour ce qui est des matériels et méthodes. Vous voyez, c'est une grosse étude. On a mis 2 ans à le faire. Puis, il y a beaucoup de choses un peu compliquées, là, de statistiques, etc. Mais les résultats sont assez simples. Donc,
les voici. Donc, pour ce qui est de la première étape, donc la première étape, vous vous souvenez, c'était juste de voir si les signes étaient répétables, lesquels étaient vus de la même manière par tout le monde. Si vous avez un tableau avec les différents signes qu'on a regardés, ici, c'est la combinaison de sévérité. Je vous ai présenté un petit peu, qu'on avait mis en place pour voir qu'est-ce que c'était facile, comment c'était le plus facile d'évaluer. Puis on voit que c'est beaucoup plus facile de l'évaluer, pas en mettant un, un 2, un 3, mais plus en se disant présence, absence, surtout pour ceux où il y avait juste 0, 1, 2, donc dynamique respiratoire et tout, présence, absence. C'est plus facile de le voir. Et pour les autres, c'est plus facile de classer d'un bord les absents légers puis les modérés sévères. Ici, vous avez après les kappa, donc notre coefficient statistique, je vous rappelle 1, c'est l'accord parfait, 0, c'est pas l'accord. Puis on voit le signe, sans surprise, je trouve que tout le monde voyait comme présent, absent. Avec le plus de répétabilité, on est presque à 0,8 de notre kappa, c'est l'atout. Donc, ça paraît logique parce que quand on vote tous, c'est assez caractéristique. En plus, on l'entend. Donc, tout le monde était plus ou moins d'accord, presque un accord parfait pour dire que l'atout, c'est de l'atout. Puis, on était vraiment un peu moins bon. C'est pour dire si un veau respire mal ou s'il respire normal. Donc, on avait un kappa de 0,20. Donc, il faut dire que c'est difficile à voir sur les vidéos. Là, comme la vidéo de tantôt, on ne voyait pas forcément. Donc, ça a pu vraiment diminuer aussi la faculté des gens à le voir. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile non plus à voir. Il faut de l'expérience pour dire, lui, ça respire mal ou il respire juste comme un petit peu plus vite, mais c'est pas. Donc, c'est le signe qui a été le plus difficile à évaluer en termes de répétabilité. Les gens n'étaient plus pas d'accord pour ce signe-là. Si on revient, nous, à nos attentes c'était vraiment d'avoir, donc je vous rappelle, un kappa médian de 0,6. Finalement, il y avait juste 2 signes qui ont donc rempli nos critères, qui étaient en fait la position des oreilles et l'atout. Donc, c'est vraiment ces 2 signes-là qui sont vus de la même manière, du moins acceptablement, par nos différents opérateurs. Et donc, c'est vraiment ces 2 signes-là qu'on s'est dit, regarde, on va juste prendre ces 2 signes-là pour faire notre score. Pour ce qui est de la différence entre les professions, donc ici, c'est l'atout. Vous voyez tout, présence, absence. Ici, vous avez un graphique avec nos kappa médians. Donc, je vous rappelle 1, accord parfait, 0, désaccord. Et nos différents professions, nos 6 vétérinaires en bleu, nos 6 techniciens en rouge, puis nos 6 producteurs en vert. Puis, on voit qu'on remarque pour l'atout, on avait de la différence entre les professions. Notamment, on avait les vétérinaires qui avaient tendance à être plus d'accord entre eux. Ça ne veut pas dire que les vétérinaires étaient meilleurs dans l'évaluation. Ils étaient juste plus d'accord entre eux. Et on avait un peu plus de variation du côté des techniciens puis producteurs. Si on regarde par contre la position des oreilles, là, c'était vraiment l'inverse qu'on avait. Donc, même type de tableau. Oreille anormale, c'est quand on avait juste une oreille baissée, 2 oreilles baissées ou la tête penchée. Puis là, on peut voir que les producteurs étaient vraiment plus d'accord entre eux que les vétérinaires. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parfaitement parce que moi, c'était mon signe que j'avais le plus de mal à évaluer parce que souvent, le veau passait sous la barre. Là. Donc, je voyais tout le temps des oreilles baissées, là, mais ce n'était pas forcément la maladie. Donc, tout ça pour vous dire qu'on avait des différences entre la profession. Donc, ça nous laisse penser que il va falloir qu'on standardise vraiment lorsqu'on va présenter notre score, lorsqu'on va l'éduquer. On va l'éduquer de la même manière pour tout le monde, pour que tout le monde l'utilise adéquatement. Donc, finalement, la petite conclusion des signes qui ressort, des signes qu'on a gardés dans notre score, c'est l'atout. La position des oreilles sont ceux qui avaient donc le kappa, l'accord qui rentrait dans le critère supérieur à 0,6. Et quand on va l'évaluer de manière assez simple, l'atout présence-absence, ou la position des oreilles, anormale lorsqu'on a juste une oreille penchée, lorsqu'on a 2 oreilles penchées ou juste la tête baissée,
la tête penchée. Puis, dans notre score, bien sûr, on voulait rajouter la température, qui est quelque chose d'objectif. Donc, c'était ces 3 signes-là qu'on a fait tourner dans notre modèle statistique. Donc, voici l'équation qu'on a obtenue avec les coefficients. Donc, vous voyez, un coefficient de 9 pour la position des oreilles, un coefficient de 10 pour la toux, puis un coefficient de 6 pour la température étale. Ça, ils sont proportionnels par rapport à la maladie. Si je vous dis 10, la toux, ça veut dire que la toux était très associée à la maladie, là, avec un 10, 6, un petit peu moins, et 9, quand même assez bon. Donc ensuite, donc le score, le but, c'est de, si la toux est présente, je donne 10, si elle est absente, je donne 0, si la position des oreilles, je donne 9, etc. Donc on additionne. Et après, il a fallu trouver à partir de quand on se dit, là, c'est positif, notre score, il y a la maladie. Donc ça, c'est un graphique pour trouver le seuil, avec ici les différentes combinaisons que peuvent prendre nos présences, absences des signes cliniques, les chiffres. Ici, notre fameux terme de mauvaise classification. Plus il est bas, mieux c'est, moins il y aura de conséquences économiques. En noir, c'est lorsqu'on prend juste l'efficacité du test. En blanc, c'est quand on va prendre en compte les conséquences économiques si notre test se trompe. Bon, ça tombait bien. Dans les 2 cas, le plus bas où on avait notre terme, c'était quand on avait un seuil de 15. C'est-à-dire que lorsque je combine mes différents tests, j'ai 15 ou plus. Ça veut dire quoi, 15 ou plus? On s'est rendu compte qu'en fait, 15, ça veut juste dire si j'ai position des oreilles toux, je suis au-dessus de 15, score positif. Si j'ai toux plus température, je suis au-dessus de 15. Si j'ai position des oreilles plus température, je suis au-dessus de 15. Donc finalement, d'utiliser les petits coefficients, c'est revenir à regarder que si mon veau a 2 de ces signes-là, c'est positif. Donc, la conclusion du point de vue individuel, c'est la suivante. C'est dire, regarde mon score positif, présence de la maladie, forte probabilité d'avoir la maladie. Si mon veau il présente ces 2 signes-là, à savoir s'il a une position des oreilles anormale, une oreille baissée, les 2 oreilles baissées ou la tête penchée, plus la toux, qu'elle soit spontanée ou induite, qu'on vienne donc regarder sa trachée positive. À l'inverse, si j'ai juste un de ces 2 signes-là, dans ce cas-là, je peux aller prendre ma température. Puis là, si j'ai une température supérieure à 39,7, là, mon score est positif. Lorsqu'on a été validé notre score dans d'autres populations, qu'est-ce qu'on a obtenu comme performance? La suivante, si un de nos 2 veaux présentait ces scénarios, soit les 2 signes, soit un des 2, mais avec la température, il avait 80% de chance d'avoir la maladie. Donc ça vaut le coup de se dire, je vais le traiter parce qu'il a 80% de chance de l'avoir. À l'inverse, s'il n'y avait pas ce scénario-là, 88% de chance de ne pas l'avoir. Donc, quand même des chiffres intéressants à utiliser. Pour vous donner un exemple de type de veau positif avant de passer au lot, c'est par exemple, je marche sur ce type de veau-là, vous voyez une oreille baissée, là, on est venu la déclencher. Il y a parce qu'avec nos vidéos, on ne pouvait pas prendre des toux spontanés. Là. Mais ça, par exemple, c'est un des veaux qui va avoir le score positif. La même chose pour celui-ci. Là, on vient déclencher la toux, mais si on l'entend, c'est encore mieux. Il tousse. Ses oreilles, par contre, sont normales, mais quand on prend sa température, tu as 39,9 positif. Donc, ça va pas. Donc, voilà ce qu'on a conclu sur l'individuel. Donc, sur le veau, je veux le traiter individuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a conclu sur le lot? Donc, notre idée, étant donné que notre score, on était assez content des résultats, on s'est dit, regarde, dans un lot, je voudrais détecter un lot à risque, c'est-à-dire je le définis comme étant un lot qui a tant de pourcentage de la maladie. Donc, pour moi, un lot à risque, c'est par exemple un lot qui a 15% de ces veaux qui vont avoir la maladie. Donc là,
on a essayé de voir combien on devait en échantillonner, puis combien on devait en considérer positif pour dire oui, ce lot est à risque, puis ce lot, peut-être, va falloir le traiter. Donc, ça, ici, c'est un graphique qui vous montre comment on est abouti à ça. Et puis, c'est l'exemple de, je vais détecter un lot dont la prévalence est 15% de la maladie. Donc, ici, vous avez le nombre de voix considérées positives à notre score. Ici, vous avez en couleur combien je dois en échantillonner, 30, 15, 10. Et si vous avez les valeurs prédictives, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un lot à risque, donc valeur prédictive positive, c'est les traits pleins, ou valeur prédictive négative, la probabilité de ne pas avoir ce lot à risque. Puis la chose qu'on s'est rendu compte, c'est que quel que soit finalement le nombre de veaux qu'on échantillonne, si on en considérait 3 positifs à notre score, ben on avait des probabilités là, excellente, au-dessus de 90%. Donc, finalement, ça a été quoi notre décision de l'utiliser dans un lot? Ça a été la suivante, qui est quand même assez faisable, d'après nous, c'est de se dire, ben, si je prends 10 veaux au hasard, parce que je veux avoir une bonne représentation de mon lot, je fais mon score, donc je regarde ces signes. Il a l'atout, il a la position des oreilles, non, je vais prendre sa température. Si j'en ai 3 positifs, 3 ou plus, ben dans ce cas-là, c'est quoi nos performances? 98% de chances que mon lot ait une prévalence de maladie de 15%. Là, donc quand même bon. À l'inverse, si j'ai aucun veau positif dans ceux que j'ai échantillonnés, si j'en ai juste 2, 1 ou 2, ben là, j'ai 95% de chances que le lot ait une prévalence inférieure à 15%. Donc, vous voyez, quand même des chiffres assez parlants. Tout est dans la définition du lot à risque. Nous, ça a été une grande conversation avec pas mal de le vétérinaire, puis de se dire ben, quand est-ce qu'on définit un lot à risque. Finalement, quand est-ce qu'on veut se dire qu'il faut les traiter là. Donc, on l'a fait pour différents scénarios. C'est ça, on a rapporté l'efficacité de notre score pour différents scénarios, à savoir ben, quand la prévalence, je la veux plus à 5% parce que c'est des beaux veaux, puis je ne veux pas perdre, puis je ne veux pas qu'ils développent rien de la maladie, 5%. Puis les autres scénarios de prévalence, 30%, etc. Donc, vous voyez, globalement, lorsqu'on considère 10%, on a les mêmes résultats que je vous ai présentés tantôt. On en prend 10, on en considère 3 positifs, puis on a des probabilités qui sont excellentes. 94, 95%. La seule différence, c'est quand on va définir une prévalence maladie un peu plus faible, on va détecter les lots qui vont avoir une prévalence plus faible. Là, il va falloir en considérer 4 positifs. C'est la seule différence qu'on a eue lorsqu'on a fait nos différents scénarios. Donc, voilà tous nos résultats. La conclusion, je vous répète en fait ce que je viens de vous dire en image, c'est-à-dire, ben, c'est ça qu'on aimerait implanter. On a un lot de 700 veaux. On va en prendre 10 au hasard. Quand est-ce qu'on va les prendre? Ben, l'idéal, ça serait de les prendre avant que le pic de la maladie arrive, parce que si on arrive à la prévenir avant qu'on ait notre pic, donc 15 jours, 3 semaines après l'arrivée, ça serait parfait. Après, ça peut être instauré n'importe quand, finalement. On n'a pas de défini exactement le bon timing, mais que ça serait la chose la plus logique. Faire le score. Le score, il est assez simple. On regarde s'ils ont 3 signes cliniques. Tout, présence-absence, position des oreilles, 1 ou 2 oreilles tombantes, tête penchée. S'ils sont ces 2 signes-là, je n'ai pas besoin de bouger. S'ils ont un des 2 signes, ben, je vais prendre la température pour vérifier. Et si j'en ai 3 positifs ou 4 si je veux vraiment définir les lots de faible prévalence, ben là, j'ai un lot à risque que je peux décider de mettre en traitement de tout le monde ou que je peux décider juste de surveiller. Et pareil, ben, notre score, je peux l'utiliser en individuel. J'ai un doute, si je dois le traiter, ben, je fais mon score, puis j'ai un petit peu moins. Donc, écoutez, voilà, ça, c'est les résultats, c'est les conclusions qu'on a obtenues. Je remercie évidemment
tous ceux qui ont participé au projet, que ce soit financièrement, que ce soit mes directeurs de recherche, que ce soit les producteurs, techniciens, les vétérinaires qui ont participé à l'évaluation des vidéos, tous ceux qui ont participé à notre conseil, à la prise d'échantillonnage, à notre accueil quand on est venu échantillonner nos 80 lots. Et puis, je suis prête à répondre à toutes vos questions, vos impressions, penser que ça a du sens, etc. Parce que pour l'instant, c'est des chiffres, là, mais notre but après, là, ça va être vraiment d'essayer de l'implanter puis de voir si ça a un impact ou pas sur les traitements puis sur l'économie également. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Parfait, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci encore pour la présentation. Donc là, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser de vive voix. Si vous levez la main au bas de l'écran, vous avez un petit icône qui va être lever la main. Vous cliquez là-dessus. Nous, on va voir une petite main bleue apparaître à côté de votre nom. On va pouvoir vous donner le droit de parole. Ou sinon, vous pouvez aussi poser vos questions si vous allez en bas, il y a Q et R, ou sinon, il y a le chat. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Cyrine, est-ce que tu avais eu des questions durant la présentation? Non, pas encore. J'attends. Encore? Parfait. Pas de petit main bleu. Ah. Je vais... Parfait, merci. J'ai une première question qui vient. Quand prévoyez-vous former les producteurs? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore discuté. En fait, c'est vraiment la première fois là, qu'on présente vraiment nos résultats à l'industrie, parce que d'habitude, on faisait des réunions avec tous ceux qui étaient responsables du projet, les gens de l'industrie. Là, on s'est dit, tiens, on va la présenter, ça va être la première fois qu'on va le présenter, puis on va essayer de l'implanter plus tard. C'est sûr que le COVID ne nous a pas tant aidé dans notre projet d'implantation. On avait l'idée d'aller dans les fermes qu'on a échantillonnées notamment, prendre des photos aussi pour vraiment essayer de faire un score imagé, là, puis le rendre plus facilement après, comment on va dire, pour l'enseigner. Mais pour l'instant, on n'a pas de date encore d'implantation. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va vous laisser encore un petit peu de temps. Sinon, si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours m'écrire, puis je vais pouvoir les transférer à Julie. Donc, je pense qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. Oui, exact. L'autre question, ce serait est-ce que cela peut aussi être utile dans le secteur laitier, pardon. Eh oui, très bonne question. En fait, c'est la question qu'on se pose là, parce qu'on l'a fait pour l'implanter dans les velours pour la prise en charge dans l'eau. Le score individuel, pour moi, serait, on va dire, extrapolable au secteur laitier, puisque c'est la même race quasiment qu'on va retrouver. L'un des autres projets qu'on a, c'est d'essayer de le valider, par contre, dans les génisses de remplacement. Mais en vrai, les signes sont quand même assez similaires là, ce qu'on va retrouver dans les velours puis dans les veaux laitiers. Donc, ça serait une des choses à faire. Pour ce qui est de la prise en charge, par contre, d'une population, ça, je ne le sais pas. Là. Mais vraiment, ça reste une petite portion. On va se dire, on devrait essayer de voir si ça marche aussi dans les génisses de remplacement. Là. Nous, à la base, on l'avait fait aussi pour essayer de l'extrapoler dans les deux, là. Partir des velours, puis ensuite dans les génisses de remplacement. Là. Ok, merci. J'ai une autre question. Ensuite, l'utilisation d'un thermomètre à distance de type infrarouge est-il possible? Ça serait possible. Ça serait quelque chose à implanter, là. Puis ça serait facile d'utiliser. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé. On a vraiment regardé à température rectale, mais ça reste que les deux
d'après moi, sont quand même assez bien corrélés, là, les températures infrarouges puis la température rectale. Donc, ça pourrait faciliter vraiment les manipulations, c'est sûr. Merci. Ensuite, est-ce seulement pour le début d'élevage qu'on produit? Donc, ça aussi, ça, c'est la question. Nous, on a pris les échantillonnages au début. Ça ne veut pas dire que c'est forcément au début qu'il faut les utiliser. On l'avait pris au début pour essayer d'avoir, avant le pic de la maladie. Étant donné que c'est quand même un score qu'on a été validé dans d'autres populations, ce n'était pas forcément le début, là. Ça reste applicable pour moi tout le long là, tout le long finalement. Mais on appuie beaucoup sur le début, vraiment juste parce que c'est là où il y a le pic, la maladie, donc c'est là qu'on veut intervenir. Mais d'après moi, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire sur toute la durée. Là. Merci. Ensuite, j'ai pas une question là. D'abord, j'ai un participant qui aimerait vous féliciter pour la présentation, qui est vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Ensuite, encore une question. Est-ce que vous conseillez un traitement automatique au-dessus de 39,7 en termes de température? Donc, en fait, c'est ça, c'est notre score à la base pour mieux traiter. Donc, si on a un score positif, donc la température, oui, au-dessus de 39,7, mais en plus la toux ou en plus la position des oreilles, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place, de faire un traitement. Puis nos chiffres sont quand même bons, 80% de chance de l'avoir, la maladie. Donc, c'est quand même rentable de se tenter de traiter parce que j'ai juste 20% de chance de traiter pour rien. Donc, c'est un petit peu mieux que les autres performances qu'on avait auparavant. Donc, ça serait notre conseil. Ça serait quelque chose qu'on voudrait implanter vraiment. Puis, comme je vous dis, là, une des autres étapes, il y a encore tout le temps plein d'étapes après des projets, mais une des autres étapes, c'est après l'avoir implanté, de regarder si ça a vraiment changé quelque chose en termes de « Oh, ben là, on a vraiment mieux géré la maladie, etc. » Mais c'est vraiment, on va vers là, vraiment pour ajuster notre traitement. Donc, pas juste la température, mais la température plus la toux et la température plus une oreille tombante, 2 oreilles tombantes ou une tête penchée. Ok, merci. Ensuite, si on fait le score et qu'on décide d'attendre, combien de jours avant de refaire le score? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas regardé. Okay. On ne sait pas, mais je vais essayer de répondre. C'est quelque chose qu'on n'a pas regardé parce qu'on est juste venu une fois dans les lots. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir ajuster. Parce que le suivi, on ne l'a pas. Nous, on a juste intenté, puis ils avaient ces signes, etc. Donc, c'est sûr que plus on attend le score, plus on attend, plus on a des signes plus apparents, puis la maladie devient plus évidente. Donc, ça va être quelque chose à essayer d'ajuster quand on va le mettre en place. De se dire, est-ce que quand on a un score positif, on attend ou est-ce qu'on traite tout et on le refait le lendemain, puis là, on traite? Ou est-ce que quand il est positif, on traite tout de suite? Parce que nous, notre étude a été vraiment faite sur le moment, puis on traite. Mais le suivi, ça va être quelque chose qu'il va falloir ajuster avec l'expérience quand on va l'utiliser un peu plus. Là. Parfait. Prévoyez-vous développer des outils, des fiches techniques en lien avec des informations en lien avec cet outil? Exactement. Ça a été notre but. Malheureusement, le COVID nous a un petit peu arrêté dans notre lancée. Là. On voulait vraiment faire des fiches très imagées. En fait, on voulait retourner, prendre des photos, puis essayer de faire quelque chose de très visuel, puisque c'est un score. Donc, c'est des choses qu'on doit voir. Puis, on l'a essayé de le faire en extrayant les vidéos qu'on avait eues, mais ce n'était pas super beau, les images. Donc, on voulait vraiment quelque chose très imagé. Faire des fiches techniques, puis pour pouvoir l'utiliser, comme je disais, adéquatement. Puis, donc, ça, c'est notre étape. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir librement se rendre dans les lots qu'on a échantillonnés
en tout cas avec les producteurs, prendre des belles photos. C'est un peu en stand-by depuis mars, là, mais on va essayer de prendre les précautions qu'il faut pour le réaliser. Fait qu'un peu dans la suite de cette question, est-ce que les vidéos seront-elles accessibles? Oui, on pourrait, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé de mettre les vidéos forcément accessibles. On est en train d'écrire l'article dans la littérature scientifique où on voulait mettre justement les vidéos accessibles pour que les gens qui lisent l'article voient un petit peu quel genre de vidéo c'était. Mais on n'avait pas encore discuté vraiment de mettre les vidéos accessibles à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement, là. On en a 800, mais on en a des plus belles que d'autres, donc on fera une sélection sûrement, là. Mais oui, on peut clairement les mettre à disposition, là. C'est une bonne idée. Parfait, j'ai gardé ça en note, on va pouvoir s'en parler. Oui, j'ai justement une remarque de quelqu'un qui demande si ça pourrait être mis sur le site des PVQ. Ben, nous, il n'y a aucun souci de les partager. OK, parfait. Donc, ça pourrait... Excellent. Parfait. Ensuite, pour l'utilisation judicieuse d'antibiotiques, un test pour le meilleur traitement pour savoir le type d'infection. Donc, ouais, c'est plutôt savoir, donc pour les antibiotiques, quelle bactérie, là, c'est plus ça la question que je comprends, là, essayer de faire un test, de voir quelles bactéries sont présentes. Écoutez, ça, c'est une portion du projet que je n'ai pas évoquée parce qu'on n'a pas encore fini de traiter les données, mais on a fait des prélèvements bactériens pendant notre recherche, mais on ne l'a pas fait sur les 800, on l'a fait juste sur 250 veaux. Donc, on n'avait pas assez de veaux. C'était vraiment une question de budget là, qu'on n'a pas fait sur les 800 parce que ça coûte quand même assez cher d'aller faire toutes les bactéries et tout. Comme on n'avait pas assez de veaux, on n'a pas pu voir si ça avait un impact, telle bactérie, sur nos résultats. C'est ça pour dire. Mais écoutez, mon conseil d'aller faire des prélèvements pour voir la bactérie puis si on a le bon antibiotique, ça serait de le faire si nos traitements ne fonctionnent pas. Notre score, quand on fait un traitement, ça ne fonctionne pas. Parce que nous, notre but, c'était, on a détecté assez tôt, donc on met un traitement. Mais si la bactérie est résistante, c'est sûr que notre traitement, il ne va pas fonctionner. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir savoir si c'est résistant. Donc, on n'a pas été plus loin que détection-traitement, à l'exception que dans notre projet, on a fait les bactériens, on a certaines bactéries, on a fait certains antibiogrammes. Non, on n'a pas fait les antibiogrammes, on n'avait pas de budget, mais on a conservé toutes les souches pour éventuellement aller plus loin. Puis c'est une des questions qu'on a en effet sur voir si nos antibiotiques fonctionnent judicieusement. Donc, finalement, les deux échelles, traiter au bon moment, bien détecter, puis voir si ça fonctionne. Merci. Un peu, pour reprendre ce que vous disiez au niveau des antibiogrammes, quelqu'un se demande si avec un résultat positif, un antibiogramme rapide, ça serait une possibilité. Ben, ça serait, mettons, ça serait une possibilité de se dire, je fais mon score, je regarde s'il y a une bactérie, je fais un antibiogramme, puis je traite. Le problème, c'est plus une question, par exemple, si je prends l'évaluation du lot, est-ce qu'on le fait sur 10 veaux ou ça va coûter quand même assez cher de faire les prélèvements, les antibiogrammes, puis voir si ça fonctionne. Et puis, toute la variabilité qui va avec le traitement, ce n'est pas parfait quand on va prélever, on n'est pas tout le temps sûr de l'avoir, la bactérie. Donc, c'est comme beaucoup de variabilité. C'est sûr que on dirait que ça nous rassurerait de savoir notre score, finalement, il marche vraiment bien parce qu'en plus, j'ai une bactérie, puis en plus, j'ai un antibiogramme, puis je sais que ça marche. Mais c'est quelque chose que je pense que ça va coûter beaucoup d'argent avec beaucoup de variabilité qui peuvent influencer nos résultats. Donc, ce n'est pas quelque chose que je prends en première intention quand on va l'implanter, mais peut-être que ça serait quelque chose qu'on ferait si, par exemple, on voit que notre score, finalement, il ne fonctionne pas forcément. D'aller voir, finalement, c'est des bactéries assez difficiles à traiter, puis
C'est pour ça que notre score, il est positif, mais on n'a pas le bon traitement. Mais l'antibiogramme rapide, là, ouais, les meilleurs prélèvements, c'est d'aller dans le poumon, puis c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Nous, on l'a allé dans le fond de la gorge, nous, on allait chercher avec le nez, puis là, c'est pareil. On n'a pas forcément la bactérie qui est dans le poumon, on a celle d'en haut. Donc, l'antibiogramme qui va être là, c'est pas forcément celui qui est en bas. Donc, c'est ça qui fait que c'est très difficile à interpréter, là, puis c'est une autre partie de recherche là, une autre équipe de recherche travaille beaucoup là, sur tout ce qui est antibiogramme, les meilleurs prélèvements. Là. Mais ouais, ça va avec la détection, là, c'est certain. C'est complémentaire. Bon, merci. Et est-ce que vous auriez testé le côté viral? Ben, c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire. Mais comme je dis, notre étude, ça a été sur la détection. On n'avait pas de budget pour chercher les virus. On a eu un peu de budget pour chercher les bactéries. On n'a pas regardé du tout les virus. On s'est vraiment concentré sur les bactéries. Okay. Merci. Et le pool de tests dans ces cas pour diminuer les coûts? Le pool de tests? Oui, pour diminuer les coûts. C'est-à-dire la meilleure association des tests, j'imagine? J'imagine. Oui, je pense que okay. Pour faire référence à la question précédente, je pense aussi. Avec le résultat d'antibiogramme, peut-être? OK. Parce qu'en fait, nous, on a voulu faire un test. C'est pour ça qu'on a fait un score qui est le moins cher possible. C'est l'évaluation clinique. Donc, en termes de coût, puis on est content du résultat. En termes de lot, si on prend juste 10 veaux. Donc, en termes de temps, c'est pas non plus. C'est pour ça qu'on s'était concentré là-dessus. Si on veut un diagnostic certain, c'est sûr qu'il faut mettre des coûts. Les coûts, c'est quoi? Ça va être, si on veut être sûr que la maladie est là, ben, on peut rajouter l'échographie. Donc ça coûte, il faut avoir le matériel, puis il faut avoir l'expertise, donc plus difficile. Si on veut aller prendre les bactéries, c'est ça. Si on va aller au fond du poumon, on a le lavage trachéol ou le lavage broncho-alvéolaire. Ça, nous, on a fait quelques-uns des lavages broncho-alvéolaires. Juste le cathéter, là, c'est 80 $. Pour aller au fond du poumon, on peut le stériliser, là, mais c'est quand même 80 $ à l'achat. Donc, si on en fait 10, ça fait 800 $. Puis, pas certain d'avoir la bactérie. La culture bactérienne, plus l'antibiogramme, ça va dépendre, là, mais on est autour des 20 $, 30 $. Donc, c'est des coûts qui s'additionnent beaucoup là, quand on vient chercher la bactérie. Et comme je dis, l'association la moins chère, ça serait de dire, ça où j'ai un score douteux, je vais regarder s'il y a la bactérie. Ça serait comme ça qu'il faudrait le voir, de se dire sur lesquels je vais dépenser un peu plus d'argent parce que je ne suis pas certain. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas encore regardé finalement. Puis comme je vous dis, on a toute une banque de 250 veaux où on n'a pas encore regardé les signes par rapport à la bactérie. C'était ça au départ qu'on voulait faire. Puis, donc, tout ça, ça reste encore obscur, on va dire. Puis, je n'ai pas de bonnes recommandations. Et puis, ça va être encore quelque chose qu'il va falloir regarder par la suite. Mais comme je dis, là, c'est des coûts d'aller chercher l'argent. Ça vaut le coup de le faire quand on a des preuves que notre traitement ne fonctionne pas puis qu'il y a de la résistance. Ça, c'est certain. Mais si on ne le sait pas, il y a une petite balance, quoi. Parfait, merci beaucoup. Mais c'était la dernière question que j'avais dans ma liste. Parfait. Et merci beaucoup à tous pour votre participation. On a une